Un des trucs que je trouve les plus cool quand on est youtubeur, c'est qu'on peut faire des plans différents sur ses vidéos. On peut faire des plans façon un peu discussion, où on est vraiment rapproché des gens, vraiment une proximité comme ça. On peut faire des plans qui font plus sérieux, pro, avec un petit peu de distance. On peut aussi faire évidemment des plans d'illustration ou des b-roll, on appelle ça comme on veut. Et on peut aussi faire des plans type vlog par exemple, où on va se filmer en train de marcher. Plein d'options différentes. Et pour faire ces plans différents, souvent, l'élément principal, c'est un objectif. Et aujourd'hui, je me lance le défi de trouver un objectif qui est capable de faire tous ces plans à lui tout seul. Salut les youtubeurs, vous êtes bien arrivés sur le coin des youtubeurs. Moi, je suis Sylvain Lepoutre et je vous souhaite la bienvenue. Alors, ceux d'entre vous qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous avez certainement déjà vu la vidéo, sinon je vous la remets là, sur comment faire des vidéos de qualité, dans laquelle je vous expliquais que, à la base, si vous voulez investir un petit peu de sous pour améliorer la qualité de vos vidéos, en premier lieu, il faut s'occuper du son, puis s'occuper de la lumière, puis enfin s'occuper de l'image. Et dans l'image, on a deux éléments. On a l'objectif et le boîtier, la caméra. Et en général, c'est l'objectif qui fait la plus grosse différence. Quand vous allez changer l'objectif sur une vieille caméra, ça va souvent faire une meilleure différence qu'une nouvelle caméra avec le même objectif. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, si vous démarrez tout juste ou si vous filmez vos vidéos avec un smartphone ou une GoPro et que le contenu est super bon, ça marchera quand même, d'accord? C'est vraiment pas la qualité de l'image qui fait la qualité des vidéos dans l'ensemble, c'est pas ça qui fait la réussite d'une chaîne YouTube, c'est juste que généralement, on arrive à un stade, quand on produit des vidéos depuis longtemps, que la chaîne se développe, où on a envie de faire des images plus jolies, de plus belle qualité, et de dédier un petit peu de budget et de temps à faire des vidéos plus propres avec notamment un nouvel objectif. Alors ayant une chaîne sur la photo et travaillant déjà avec pas mal de marques, les objectifs ça me connaît, j'en teste souvent sur ma chaîne photo. Quand Tamron m'a contacté pour tester ce 17-70 f2.8, marque assez connue qui fabrique des objectifs, j'ai regardé un peu les spécifications et je me suis dit attendez, ça je vais pas le tester sur la chaîne photo, par contre sur la chaîne du coin des youtubeurs ça peut être super intéressant parce que ça a l'air d'être un objectif vraiment top pour les youtubeurs en fait, beaucoup plus que pour les photographes. La raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, alors évidemment c'est pas une vidéo sponsor, c'est un pré-presse comme on dit, c'est-à-dire qu'ils l'envoient comme à des magazines, ils me l'envoient pendant 2 semaines, je peux tester et faire tout ce que je veux, je leur renvoie après, et il n'y a pas de sponsor derrière, il n'y a pas d'argent derrière, et je peux en dire ce que je veux évidemment. Pas d'inquiétude non plus, alors c'est un objectif qui est fait avec une monture Sony, donc ça marche pour les boîtiers Sony, et c'est fait pour les Sony APS-C, ceux qui ont un capteur un peu plus petit que les pleins formats, donc les A6000, A6400, A6500, toutes ces séries-là. Pas d'inquiétude si vous avez d'autres boîtiers, si vous avez d'autres marques, parce qu'en fait, dans cette vidéo, je ne vais pas juste parler de cet objectif, au contraire, je vais plutôt vous aider à faire le choix d'un bon objectif, et notamment d'un objectif qui peut permettre de tout faire sur une chaîne YouTube, donc vous aurez tous les bons critères pour ensuite trouver un objectif qui va avec votre système, que vous soyez chez Canon, Nikon ou n'importe quoi d'autre. Et même si vous n'avez pas encore de boîtier un peu plus pro et que vous êtes encore au smartphone, bah vous apprendrez des trucs sur les différences de plans, sur comment shooter des images un petit peu plus jolies avec le matériel que vous avez aujourd'hui. Donc voilà, je vous l'ai montré, il est beau, il marche bien, il est en bonne qualité, très bien. Je vais maintenant le monter sur le boîtier, comme ça, bah vous aurez un exemple aussi d'image qu'il peut produire en vidéo. Alors, pour acheter un bon objectif pour youtubeur, voilà les critères qu'on va regarder. On va regarder la focale. La focale, ça correspond au niveau de zoom, si vous voulez, mais je vais vous expliquer ça un peu plus en détail, parce que ça a beaucoup plus d'implications que simplement la capacité de zoomer. On a l'ouverture qui représente la capacité à faire entrer beaucoup de lumière ou pas trop de lumière dans votre caméra. Et vous allez voir que ça a aussi des implications sur plein de choses aussi. On a la stabilisation qui peut être intéressante dans pas mal de situations. On va regarder le piqué. Est-ce que l'objectif a une bonne qualité optique et donne vraiment des images très détaillées, très nettes. On va regarder aussi la distance de mise au point minimale. Ça paraît bête, mais c'est vachement important pour les youtubeurs. Et enfin, on va regarder si l'objectif fait du bruit, notamment quand il fait la mise au point. Premier critère, la focale. Qu'est-ce que c'est? C'est ces chiffres un peu bizarres qu'on a sur les objectifs. Celui-là, par exemple, c'est un 17 mm 70 mm. Donc il va entre la focale 17 mm et la focale 70 mm. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, plus la focale est petite, plus vous allez avoir un grand angle. Donc un grand angle, ça veut dire que je peux me mettre proche de la caméra et on va voir beaucoup de choses à l'arrière-plan. A l'inverse, quand on a un grand nombre, la focale est grande, on a à ce moment-là ce qu'on appelle un téléobjectif. Et dans ce cas-là, on va falloir se mettre beaucoup plus loin pour pouvoir occuper le cadre. Et puis on va avoir un angle beaucoup plus fermé. Ça a plusieurs implications. Déjà, quand on filme au grand angle pour des vidéos YouTube, on va créer un lien beaucoup plus fort avec les spectateurs. Et donc l'avantage d'avoir un grand angle comme ça, c'est que ça permet une proximité avec son audience. Ça donne l'impression qu'on est dans la même pièce, même juste à côté l'un de l'autre. Et ça, c'est vraiment assez intéressant pour pas mal de chaînes YouTube. Pour le coup, sur celui-là, 17 mm, c'est très bien. Tant qu'on est en dessous des 20-22 mm, je trouve, on a ce côté un peu grand angle qui donne vraiment l'impression d'être proche, quoi. Et on n'est pas non plus sur des angles absolument déments comme on peut avoir sur les GoPro ou des choses comme ça. Où ça fait un petit peu l'effet des vieux podcasts de Norman. Aujourd'hui, c'est pas mal d'utiliser des grands angles, mais pas trop grands angles quand même. Donc 17, c'est bien. De l'autre côté, le téléobjectif, là, ça va nous donner une distance entre la personne qui est en train de présenter et le viewer. Donc là, on est au maximum à 70 mm. Et en fait, ça va donner une espèce de distance entre vous et l'audience.
C'est pas forcément dire que c'est mal, mais avoir une distance, ça veut dire que typiquement, vous allez vous poser généralement un ton au-dessus de l'audience. C'est bien quand vous voulez passer pour un expert ou quelque chose comme ça, et vous n'avez pas forcément envie d'être trop proche et trop copain avec l'audience. Ça marche bien notamment si vous allez parler à des entreprises, ça fait plus sérieux quelque part. Donc là, l'impression que ça donne, c'est la même que si on était quelque part dans une assemblée en train de regarder quelqu'un assez loin nous parler, ou quand on regarde la télé, quand on regarde un journal télé par exemple, c'est généralement ce type de focale qui est utilisé. Et l'avantage du coup, c'est qu'on montre moins de choses à l'arrière-plan. Donc dit autrement, si par exemple je suis à la montagne et que j'ai envie de vraiment montrer tout le paysage et de me filmer quand même, je vais me mettre au grand angle. Si je suis dans un cadre un petit peu moche où il y a du bazar partout, etc., je vais me mettre plutôt au téléobjectif et m'éloigner pour cacher un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc c'est une autre possibilité d'utilisation entre le grand angle et le téléobjectif. Alors évidemment, je vous parle des deux extrêmes, mais entre les deux, vous avez tout plein de focales, vous avez toutes les focales possibles et imaginables, et vous pouvez choisir celle qui vous va. Par exemple, moi ici, j'utilise là à peu près 25-26 mm, et je sais que sur les vidéos où je suis au bureau, c'est plutôt 35 mm. Donc vous voyez, je change de focale régulièrement aussi. Dernier intérêt d'avoir des focales différentes, c'est que si vous êtes au grand angle, vous allez forcément être plus près de la caméra pour pouvoir occuper la même place dans le cadre. Et si vous êtes au téléobjectif, vous allez vous mettre loin. Quand je dis près, si je suis à 17 mm, je peux me mettre à peu près à 50 cm, 60 cm de la caméra. Si je suis à 70 mm de focale, je vais me placer à 3-4 mètres de distance. Donc ça fait quand même une grosse différence. Et ça fait surtout une grosse différence au niveau du son si par exemple vous avez votre micro qui est posé sur la caméra. Dans ce cas-là, vous avez plus intérêt à vous filmer au grand angle. Donc des fois, il y a des petits soucis techniques comme ça qui vont vous forcer un peu à utiliser un angle plutôt qu'un autre. Deuxième point important, c'est l'ouverture. Et là, c'est un peu la beauté de cet objectif, c'est qu'il a une ouverture f2.8, et c'est une grande ouverture. Alors, c'est le seul truc qu'il faut retenir sur les ouvertures, c'est ce petit numéro là qui est après le F. Plus il est petit, plus l'ouverture est grande. Je sais, c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Et donc, f1.8, c'est une très grande ouverture, f2.8, c'est une grande ouverture, f4, c'est normal, f5.6, f8, f11, c'est les plus petites ouvertures, c'est les plus petits trous de diaphragme. Et ça a plein de conséquences. Premièrement, quand vous avez une grande ouverture, vous allez avoir plus de lumière qui rentre dans votre caméra. Quel est l'avantage de ça? C'est tout simplement que quand vous vous filmez, déjà vous allez avoir des éclairages sur vous, mais malgré ça, généralement, il faut booster un peu le signal de la caméra. Alors le téléphone, il le fait tout seul, mais dans votre caméra, vous allez booster ce signal en utilisant les ISO. Et on va monter parfois à 200, 400, 800, 1600 ISO. Et quand on monte dans les ISO, quand on booste le signal comme ça va créer du grain, du bruit. Un petit peu comme quand vous montez les enceintes très fort sur le son, c'est un peu pareil sur l'image. Et du coup, l'image à la fin est moins nette, moins jolie. Vous l'avez sûrement déjà constaté si vous filmez dans des endroits sombres. Donc là, plus le diaphragme est ouvert, plus il y a de lumière qui rentre, moins on a besoin de booster le signal et plus l'image est de bonne qualité. Le deuxième intérêt d'une grande ouverture, c'est que ça va créer beaucoup de flou d'arrière-plan. Plus l'ouverture est grande, plus le flou d'arrière-plan est important. Et le flou d'arrière-plan, c'est plutôt chouette, ça donne un aspect très qualitatif et surtout, ça permet de détacher le sujet, ma tronche en l'occurrence, de l'arrière-plan. Ça permet du coup de créer une relation, encore une fois, un peu plus directe avec l'audience. Les spectateurs n'ont pas le regard perdu partout autour. Il y a d'ailleurs une autre façon d'augmenter le flou, c'est justement de zoomer à fond. Mais quand vous zoomez à fond, vous devez vous mettre beaucoup plus loin. Et surtout, pour augmenter le flou, il faut que vous soyez aussi loin de l'arrière-plan. Donc être loin de la caméra plus loin de l'arrière-plan, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un studio qui fait 15 mètres de long. Et ça, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un studio comme ça. Donc en fait, c'est pour ça que dans la configuration standard des studios, un peu comme ce que j'ai ici, mais ce que vous avez chez vous quand vous êtes, j'en sais rien, dans votre chambre ou je ne sais où, généralement, on est assez proche de son arrière-plan et assez proche de sa caméra. C'est pour ça que souvent, on filme au grand angle. Et quand on filme au grand angle, il y a un petit peu moins de flou d'arrière-plan. Voilà, une grande ouverture, c'est encore plus important pour flouter un peu derrière. Je vous montre ici quelques exemples. Quand je me filme à 35 mm, quand je fais mes situations de live par exemple, donc à 35 mm, à différentes ouvertures, pour que vous puissiez voir justement à 2.8, à 4, à 5.6, à f8, pour voir justement à quel point l'arrière-plan devient net en fait quand on est à f8, et à quel point il est flou à f2.8. Et je vous fais la même situation, là, dans le cas présent, quand je suis en train de me filmer plutôt au grand angle, à l'angle large, aussi à f2.8, à f4, à f5.6 et à f8, pour que vous puissiez bien sentir et comprendre la différence. Donc vous voyez que plus je me filme large, moins l'arrière-plan se floute. Mais à f2.8, c'est encore largement suffisant, même dans un cas présent où là, je suis à peu près à 60-80 cm de mes écrans. Ils sont suffisamment flous pour bien me détacher. Donc je pense que dans l'extrême majorité des cas, ça suffit. Alors est-ce pour autant que personne n'a d'intérêt à avoir une ouverture plus grande que f2.8, genre f1.8, f1.4, f1.2? Il y a même des objectifs qui vont à f0.95. Bon, il y en a qui coûtent 15 000 balles, mais c'est une autre question. Alors oui, il peut y avoir un intérêt, mais que dans des cas très spécifiques. Parce que là, personnellement, je trouve que l'arrière-plan est suffisamment flouté, il n'y a pas besoin que ça le soit plus. Si ça l'est plus, pourquoi pas, mais ça ne va pas apporter une grosse valeur ajoutée à mon contenu. Par contre, si vous filmez des gens au grand angle, mais que vous êtes plus loin, c'est-à-dire typiquement, quand vous voulez que la personne soit en entier sur l'image, je prends l'exemple des personnes qui vont faire des essais d'habits. Vous avez fait un haul et vous voulez tester tous vos habits pour les montrer à vos viewers.
Dans ce cas-là, vous vous filmez d'un peu plus loin, dans le corps en entier. Et là, effectivement, c'est plus dur de flouter l'arrière-plan et une plus grande ouverture peut être intéressante. Mais c'est vraiment des cas assez spécifiques en fait en réalité. Et souvent le problème des objectifs qui ouvrent à f1.8 par exemple, ce qui sont assez courants ceux-là, c'est que soit ça va être des focales fixes, ça veut dire que vous n'aurez pas de possibilité de zoomer et donc de faire des ambiances différentes et puis surtout de pouvoir faire d'autres plans comme on va voir après. Souvent vous n'avez pas de stabilisation dedans et souvent si vous avez un zoom qui a une très grande ouverture, comme le fameux Sigma 1835 f1.8 qui est très connu, bah vous allez vous retrouver avec un objectif qui est très lourd et très encombrant. Donc c'est un peu ça le problème, on peut pas tout avoir. Et là pour un objectif f2.8, je trouve que ce petit Tamron, il remplit déjà beaucoup de cases. On parle de la stabilisation maintenant. Alors la stabilisation, elle est incluse dans l'objectif, mais également dans le boîtier chez Sony. On a beaucoup de boîtiers qui ont le capteur stabilisé. Donc qu'est-ce que ça va faire cette stabilisation? C'est que votre capteur il va bouger et compenser un peu vos micro-mouvements, donc ça va éviter à la vidéo de trembler dans certaines circonstances, et ça peut se coupler avec la stabilisation de l'objectif. Alors j'ai comparé avec un objectif Sony que j'ai, qui est aussi stabilisé, pour voir un petit peu s'il y avait des différences de performance, et j'ai trouvé que c'était très similaire. Bien que le Tamron disent dans sa communication commerciale qu'ils ont optimisé la stabilisation pour la vidéo, je trouve que c'est une stabilisation qui est correcte, qui est même très bien, puisque quelque part ils ont réussi à faire la même stabilisation que celle de la marque du boîtier caméra, donc c'est quand même pas mal, mais je trouvais pas que c'était supérieur en tout cas, et notamment quand vous allez marcher avec votre caméra, c'est pas suffisant, ça va quand même beaucoup trembler, donc dès le moment où vous marchez, la stabilisation de toute façon interne ne suffit pas, il faut un stabilisateur mécanique supplémentaire. Mais par contre, dans toutes les situations où vous prenez des plans à main levée et où justement vous ne bougez pas, où vous êtes justement comme ça en train d'essayer de faire un panorama, ou quand vous allez vous approcher d'un objet, tous ces plans-là, ou quand vous êtes en train de filmer quelqu'un, tout simplement quelqu'un d'autre qui est en train de parler, dans tous ces plans-là, je trouve que la stabilisation est très bonne, largement suffisante, et du coup ça permet de se passer d'un trépied, d'une tête panoramique, d'un slider, etc. Donc c'est quand même un gros gain je trouve. Regardons un peu le piqué, donc la netteté et les détails des photos ou des vidéos du coup, mais moi j'ai l'habitude de le faire sur les photos, à différentes ouvertures, à différentes focales, et ensuite j'observe sur mon écran 4K qui est juste derrière, dans différentes situations. Et je vais remplir ensuite mon petit tableau avec mes petites couleurs ici, sur le centre, les bords et les extrémités pour voir comment ça marche. Et donc en gros il y a un code couleur avec du orange, du jaune, du vert clair, du vert foncé, et dans quelques très rares cas du rouge si jamais c'est vraiment dégueulasse. Et pour la faire simple, pour nous en vidéo, ce qui va nous intéresser c'est que ce soit propre en 4K, qu'il y ait un max de détails en 4K. Pour avoir un max de détails en 4K, qui correspond en fait à 8 mégapixels en termes de photos, et il faut tout simplement que ce soit vert clair ou vert foncé. Si vous regardez une vidéo 4K, entre vert clair et vert foncé, vous verrez pas de différence. Jaune, ça veut dire qu'en 4K, on voit un tout petit peu par endroit que c'est pas parfaitement net. Donc autant vous dire que cet objectif-là, il est excellent. Et j'en attendais pas moins parce que j'en ai testé pas mal des Tamron pour Sony, et Tamron, ils ont clairement trouvé la formule pour développer des objectifs petits compacts, mais à grande ouverture, et qui sont en plus très qualitatifs en termes d'optique pour les boîtiers Sony. Donc c'est aussi pour ça que j'étais très excité à l'idée de tester celui-là. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment aucun souci, nulle part, à part peut-être à 70 mm quand on va dans des ouvertures un peu plus petites, f8, f11, mais entre nous, 70 mm pour les vidéos YouTube, on va surtout l'utiliser à grande ouverture, que ce soit pour vous filmer de loin, ou que ce soit pour filmer un peu des objets, pour avoir un beau flou d'arrière-plan, donc je pense vraiment pas que ce soit un souci. La mise au point minimale, alors comme je vous ai dit, c'est très important sur YouTube, et notamment si vous utilisez par exemple l'objectif kit que vous avez acheté avec votre boîtier, souvent sa mise au point minimale va être à 60-80 cm, quelque chose comme ça. Et là, avec ce Tamron, on peut se rapprocher, mais quasiment à 10 cm. Et ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre de prendre des plans beaucoup plus gros, beaucoup plus grossis de vos objets de près. Et ça fait des effets super chouettes. Je me souviens de la vidéo de Nowtech qui expliquait comment ils tournaient leurs vidéos de tests et de reviews de produits. Et ils avaient expliqué qu'ils avaient acheté un objectif macro spécifiquement pour faire tous ces plans d'illustration. Là, vous êtes quasi macro avec cet objectif-là. Et je pense que en fait, vous n'avez pas besoin d'acheter l'objectif macro si vous avez celui-là, tout simplement parce qu'il permet de faire la mise au point très proche. Donc pour une petite feature qui est pas souvent mentionnée dans les tests, si ça peut faire économiser 500 ou 600 balles d'un objectif macro, je trouve que c'est plutôt pas mal en fait. Et autre point intéressant d'ailleurs, c'est qu'il est capable de faire une mise au point très proche au grand angle et au téléobjectif, ce qui permet du coup d'avoir des grossissements assez intéressants, mais surtout de pouvoir jouer de façon créative, on va dire, sur des différents plans, certains avec pas mal d'arrière-plan, certains avec très peu d'arrière-plan. Deuxième gros avantage aussi, c'est que c'est très pratique pour montrer des objets à la caméra. Vous savez par exemple quand on fait des hauls, allez on va rester dans le milieu de la mode, si on fait des hauls et qu'on a acheté plein d'objets, ou bien on a acheté par exemple des trucs de maquillage, et qu'on veut les montrer à la caméra comme ça, et quand on les montre à la caméra va faire la mise au point très proche, on va le montrer très proche, pour que l'objet prenne beaucoup de place, et qu'on le voit bien à ce moment-là. C'est très pratique pour nous autres youtubeurs de ne pas avoir besoin de faire un autre plan pour montrer des objets comme ça. Et là encore une fois, de pouvoir faire la mise au point aussi proche,
nous permet de faire ça dans la lancée directement, et c'est juste génial, on gagne un temps fou. Donc, je pense vraiment que la mise au point minimale, c'est vraiment le critère le plus souvent oublié, le moins souvent mentionné dans les tests, alors qu'en fait, je trouve que c'est très important pour nous autres les youtubeurs. Enfin, on va parler du bruit, enfin plutôt du silence, parce qu'il fait pas de bruit du tout, et de ne pas avoir de bruit de mise au point qui va faire blup, 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 en fait, ça permet de capter le son très facilement, très proprement, sans se prendre la tête avec ça. Donc vous avez vu, en fait, tous les points qui sont importants. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça et de cet objectif en particulier, c'est qu'il coche toutes les cases. Pour toutes les cases, il est nickel en fait. Donc je trouve qu'il est vraiment impeccable. Et encore une fois, je suis pas payé pour vous dire ça. Et surtout pour moi, en fait, c'est parce qu'il coche toutes les cases que ça ne peut être qu'un seul objectif que vous utilisez, que vous achetez, le seul que vous achetez pour faire toutes vos vidéos YouTube. Et pour moi, ça, c'est presque encore plus un gros avantage que tout ce qu'on a mentionné précédemment. C'est que vous n'avez pas besoin de changer d'objectif plusieurs fois. Vous n'avez pas besoin, quand vous allez filmer dehors, d'emmener une sacoche avec 2, 3, 4 autres objectifs. Vous pouvez tout faire avec le même bestiau. Et ça, je trouve que c'est un vrai gros avantage en fait. En plus de pouvoir économiser, parce que quand on achète 3 ou 4 objectifs, ça finit par coûter cher. Donc voilà, je trouve ça plutôt intéressant. Alors, commençons par voir pour qui cet objectif n'est pas fait. Alors clairement, je pense qu'il n'est pas pour vous si vous avez déjà plusieurs objectifs et que ça vous va très bien comme ça. Si vous avez déjà du matos, que vous tournez vos vidéos, que vous êtes content avec, pas forcément la peine d'acheter cet objectif supplémentaire, même s'il est très qualitatif. Sur les vidéos YouTube, il n'y a pas besoin d'avoir les objectifs les plus piqués du monde ou d'avoir du piqué parfait dans les coins, etc. Ça, c'est bien pour les photographes, mais pour les vidéastes, c'est moins important. Même si cet objectif-là se sort vraiment très bien là-dedans. Puis évidemment, si vous n'êtes pas chez Sony en APS-C, vous n'allez pas acheter cet objectif-là, mais essayez de regarder s'il n'y a pas d'autres objectifs qui remplissent un petit peu ces cases-là. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais si ça existe, en tout cas, ça peut être intéressant. Souvent, il y aura un petit compromis à faire, soit il n'y aura pas la stabilisation, soit ce ne sera pas ouvert à f2.8, etc. Mais voilà, regardez quand même. Maintenant, pour qui je le conseille? Je le conseille plutôt pour toutes les personnes qui ont acheté un jour un petit boîtier Sony, un Alpha 6000, un Alpha 6400, 6500, avec l'objectif de kit, et que vous tournez tout le temps avec ça. Là, pour le coup, vous allez voir une vraie grosse différence dans vos tournages. Vous allez pouvoir baisser les ISO, avoir une image plus propre. Vous allez avoir plus de détails et plus de netteté sur vos vidéos. Vous allez avoir un flou d'arrière-plan plus important et plus joli. Enfin voilà, plein d'avantages comme ça. Donc dans ce cas-là, ouais, je pense que ça peut être vraiment un bon choix d'upgrade. Alors comme toutes les bonnes choses, malheureusement, cet objectif coûte un certain prix. Je vous le dis pas là maintenant, je vous mets des liens dans la description, comme ça vous pouvez aller les voir directement pour les comparer. Et je le fais aussi parce que je sais que cette vidéo va être regardée pendant plusieurs années, potentiellement, et que du coup, dans 2-3 ans, les prix seront peut-être pas exactement les mêmes. Mais gardez bien en tête que acheter un bon objectif, généralement ça coûte à peu près le prix ou un petit peu en dessous du prix de votre boîtier, surtout si c'est un objectif qui permet de tout faire. Et puis surtout, que vous économisez le fait de ne pas avoir besoin d'acheter un objectif macro, un téléobjectif et un grand angle, etc. Donc on s'en sort aussi pas mal de ce point de vue-là. Mais n'oubliez jamais ce que je vous ai dit au tout début de cette vidéo. Si vous tournez vos vidéos avec un smartphone et un petit micro et que ça marche très bien, si vous êtes au début de votre chaîne YouTube, si vous n'avez pas beaucoup de budget à investir, n'achetez pas d'objectif, d'accord? C'est pas la priorité première, mais si vous avez un petit peu de budget, si vous voulez vraiment augmenter un peu la qualité de vos vidéos, moi je peux que vous recommander celui-là. En tout cas maintenant, à partir d'aujourd'hui, dès qu'on me demandera, tiens j'ai un petit Sony Alpha 6000, qu'est-ce que tu me recommandes? Je recommanderai celui-là sans aucun doute. Je vous ai mentionné un petit peu l'éclairage, et ça tombe bien, j'ai fait une vidéo qui montre plein de setups d'éclairage différents, avec 1, 2 ou 3 lumières, donc allez voir cette vidéo, elle est très très instructive. Et puis si vous voulez vous intéresser au matériel informatique, j'ai fait aussi une vidéo sur la configuration du PC, pour pouvoir faire du montage vidéo. Donc vous avez les deux vidéos, je vous laisse y aller, et on se retrouve là-bas.